vernaculaire du peuple inuit. Donc, dans un premier temps, un peu de contexte. Les Inuits sont un peuple nomade originaire du nord-est de l'Alaska. Ils sont nomades du fait qu'ils chassent des gros mammifères tels que le morse, le caribou, la baleine et le phoque. La chair de ces animaux permet de les nourrir pendant longtemps, mais ils sont plus difficiles à chasser dû à leur taille. Et donc les Inuits sont obligés de se déplacer en fonction de la ressource en gros mammifères pour se nourrir. Et de ce fait, les différentes colonies d'Inuits se sont éloignées les unes des autres pour s'étaler sur un total de 6000 km, soit de l'Arctique canadien au au nord de l'Alaska et au Groenland. Donc ici, on peut voir sur cette photo une représentation des habits et de la famille un peu type Inuit, avec des vêtements très chauds et des outils dans les mains, des choses comme ça. Donc ils vivent dans un climat polaire. Ah, moi, je vais parler de... Bien sûr, en fait, avec cet écart de 6000 km de distance, on peut imaginer que les conditions de vie des Inuits ne sont pas les mêmes partout. Et donc, si certains ont la possibilité de cultiver, de récupérer du bois pour fabriquer des abris avant l'hiver, d'autres n'ont pas cette chance. De plus, avec le refroidissement de 1500 à 1900, qu'on appelle le petit âge glaciaire, c'est un refroidissement du nord d'environ 1 degré sur 4 siècles. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même assez important. Ça a quand même refroidi en général et ça a fait les hivers ont été plus longs et plus intenses dans cette période. Et donc, on a eu un besoin de retrouver une nouvelle forme d'abri, car il y a eu de moins en moins de ressources pour construire, notamment moins en moins de bois, dû aux chutes de température. Et donc, une nécessité de s'adapter aux conditions de vie les plus extrêmes. Donc, moi, je vais vous parler de l'igloo. Donc, c'est un abri qui permet de survivre au climat polaire. Donc, je rappelle que le climat polaire est le climat qui ne monte pas au-dessus de 10 degrés et donc empêche toute végétation de pousser. Ensuite, l'igloo, une architecture vernaculaire. Donc, je vais vous expliquer un peu comment sont fabriqués les igloos et pourquoi on en est arrivé là, sur quel principe ils reposent. Donc, sur cette photo, on peut voir par exemple la construction d'un igloo. Au centre, il y a un Inuit qui tient un bloc de glace et dans sa main, il tient aussi l'outil qui sert à découper les blocs de glace pour façonner les igloos. Donc les igloos sont fabriqués à partir de blocs de neige sciés pour augmenter leur résistance. Parce que façonner des blocs de neige directement, c'est pas très efficace. Il faudrait les laisser se durcir et c'est pas du tout efficace, pas du tout intéressant. Du coup, ils sont réalisés les igloos ne sont réalisés qu'avec un seul matériau, composé d'eau gelée et d'air, la neige. Le temps de construction de l'igloo est très court comparé à sa durée d'utilisation et sa résistance. On dit en général qu'un igloo bien fait peut supporter le poids d'une ou deux personnes au-dessus de l'igloo, sur le toit. Là. La forme en demi-sphère de l'igloo est totalement adaptée à son matériau de construction. C'est la seule forme que permet pour la construction avec la neige, en bloc de neige. Et elle permet à sa structure de se maintenir et de posséder un toit sans poutre. Comme nous allons le voir, la conception de l'igloo permet de conserver la chaleur. Toutes ces caractéristiques permettent d'affirmer que c'est une architecture vernaculaire. Donc, par exemple, ici dans cette gravure, on peut observer un village inuit, tout simplement, avec une idée, bien que symbolique, de comment se passait la vie à l'époque, avec par exemple les chiens de chasse. Je ne sais pas si dans cette... Oui, on voit en premier plan des phoques, par exemple.
Et on retrouve pas mal d'éléments sur lesquels je vais développer dans les points prochains, notamment le puits à froid ou alors l'aération, le trou d'aération. Donc, l'igloo, schéma et fonctionnement. Il est possible de se poser des questions sur son habitabilité. L'igloo est-il assez solide? Comment la température à l'intérieur peut-elle être plus chaude que l'extérieur? Pourquoi à ce moment ne font-ils pas? Cependant, même s'il paraît simple aux premiers abords, il utilise des principes intéressants que nous allons découvrir. Donc, je vais vous parler notamment du fonctionnement de l'isolation. Donc, l'isolation en général, un matériau est isolant. Plus un matériau est isolant, plus il contient d'air emprisonné entre guillemets en lui. Donc, par exemple, du fer va contenir peu d'air et donc sera peu isolant, va transmettre, la chaleur va se transmettre beaucoup plus rapidement. Or, dans la neige, elle est composée à 90% d'air et 10% d'eau, donc ça en fait un matériau très isolant. Comme au contraire, on aurait tendance à penser l'inverse, mais oui, c'est un matériau isolant. Et donc, comme on le voit sur le schéma en bas, euh, en plus des blocs de neige, car ils sont plus compacts pour la structure. Donc il y a un bloc, en gros, il façonne l'igloo avec des blocs de neige pour la structure. Il rajoute par-dessus une couche de poudreuse qui permet vraiment d'isoler correctement l'igloo et d'assurer un delta. Donc le delta, c'est la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de environ 40 degrés. Alors que par exemple, dans nos habitations actuelles, on est obligé de, pour maintenir un delta de 30 degrés, on est obligé d'utiliser du chauffage et de l'isolation artificielle. Mais ça, c'est dû à les plus grandes surfaces qu'on occupe. Donc ensuite, le fonctionnement du puits à froid. En effet, donc, pour éviter que le sol de l'igloo soit à température extérieure, ils ont été obligés de créer un puits à froid. C'est une cavité qui permet d'entrer dans l'igloo et qui est en dessous, comme on le voit sur ce schéma-là, du sol de l'igloo. Et ça permet ainsi de piéger l'air froid et donc d'enfermer l'air chaud à l'intérieur de l'igloo, de l'habitacle de l'igloo. Et donc ça permet de conserver l'air chaud. Donc un autre point, cependant, avec cet air chaud stagne, et la nuit, les gens dorment et on respire. Du coup, ça crée du CO2 et il faut l'évacuer, sinon on ne peut pas survivre. Et du coup, il faut faire un trou de ventilation qui permet d'évacuer le CO2, de renouveler l'air, mais il ne faut pas qu'il soit trop grand, car sinon tout l'air chaud part et la pièce se refroidit et l'isolation ne sert plus à rien. Il y a aussi, on peut aménager l'igloo avec d'autres éléments, notamment des peaux de bêtes appliquées sur les parois. Celles-ci donc permettent d'éviter la radiation le transfert de chaleur par radiation des blocs de neige. Parce que oui, la neige est froide et donc il y a une radiation qui se crée, qui peut amener à refroidir l'habitacle, mais avec les peaux de bêtes, on ralentit ce phénomène. Donc elles permettent aussi de conserver la chaleur intérieure. Et pendant les grandes périodes de froid, les hivers très rudes, on peut faire brûler à l'intérieur de la graisse de baleine pour réchauffer un peu la pièce. Et pour donner un exemple au pot de bête d'utilisation, par exemple dans les châteaux forts, la pierre était froide. La pierre des murs est froide. Et pour éviter la radiation et le transfert de chaleur dans la pièce, on mettait des parures, des grandes parures sur les murs pour éviter ce phénomène. Et du coup, c'est pareil, c'est le même système avec les pots de bête. Donc ensuite, on va voir l'igloo et ses qualités.
Donc pour finir, nous allons voir les qualités que possède l'igloo qui n'ont pas été directement voulues par les Inuits. Elles résultent des propriétés de la neige et de la forme de la structure. Donc là, on a déjà une image très intéressante avec l'igloo en plan et en coupe. Et donc on peut voir déjà qu'ils dorment, l'espace intérieur est très petit, très restreint, donc pour conserver un maximum la chaleur des corps et pour garder une bonne température ambiante. On revoit aussi le principe de puits à froid sur la coupe, comme je l'ai montré, et aussi le principe d'isolation avec de la poudreuse, là. Ensuite, on peut voir que, en effet, le diamètre d'un igloo, ça fait environ 3 mètres. Et on voit aussi l'isolation ici, le trou de ventilation, pardon, ici. Donc, sa forme ovale, sa forme en demi-sphère ou ovoïde permet en fait de résister plus facilement aux tempêtes de neige, car il y a moins de prise au vent, et donc c'est un aspect pratique. Mais cet aspect, en fait, il résulte du fait qu'on ne peut pas construire autrement qu'un dôme en neige. Sinon, ça ne tiendrait pas. Ensuite, la chaleur, j'ai déjà montré. Ah oui, non, pardon, la chaleur, j'ai déjà montré, mais en fait, la nuit, ce qui se passe, c'est que les gens dormaient dans les igloos, ça a réchauffé la pièce, et ça faisait fondre partiellement donc, les parois de l'igloo. Et on pourrait s'attendre à ce que ça le fragilise, mais en fait non. Quand venait le jour, ils sortaient de l'igloo tout simplement pour chasser, pour faire leurs activités. Et du coup, la pièce se refroidissait, et avec la fonte partielle, donc ça refroidissait, et ça a lié de plus en plus les blocs de glace. Et donc on passait au fur et à mesure d'une unité de plusieurs blocs de glace mis en forme pour former un dôme. Et à la fin, on obtenait un dôme uniforme qu'on ne pouvait pas casser. On ne pouvait pas retirer une pierre. Toutes les pierres étaient soudées, en fait. Tous les blocs de glace étaient soudés, tout simplement. Donc, nous pouvons en conclure que l'igloo est une architecture optimisée du point de vue de la survie. Il a été créé dans le but de vivre dans des conditions extrêmes. Cela permet de bien cerner son caractère vernaculaire. Il n'est pas adapté à d'autres conditions d'existence. Malgré le peu de ressources disponibles et ce climat polaire, l'igloo se révèle être très intéressant au niveau architectural, environnemental et physique. Ainsi, ne serait-il pas possible de s'en inspirer pour résoudre certains problèmes actuels? Donc, voilà. Super, merci beaucoup Victor, très intéressant. Est-ce que tu peux revenir sur le plan et la coupe? Oui, oui. Oui, oui. La question que je me posais plusieurs questions. D'une part, tu n'as pas parlé du sas d'entrée, parce que Le puits à lorsque, froid? voilà, sur le plan et la coupe, ouais. La manière dont on rentre, qui est Ah oui, vraiment très intéressante, parce que on rentre pour éviter d'avoir une trop grande ouverture et donc voilà. faire s'échapper l'air chaud, tout simplement. Ouais. Et Oui, j'ai puis, oublié oui, de c'est parler de ça. ça. Et puis limiter les contacts entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça. Et donc, il y a un système de sas qui est vraiment extrêmement important. C'est toi qui as fait les petits croquis, là? Avant, oui. Ouais, très bien. Ouais, ils Oui. sont très intéressants. Ouais. Très bien. Et alors, je me demandais aussi, quelle est la durée de vie d'un igloo? J'ai pas trouvé pendant mes recherches, mais je pense que euh, vu qu'il acquiert de la résistance au fur et à mesure qu'on l'utilise, jusqu'à devenir un dôme uniforme, je pense il est possible qu'on puisse le réutiliser après être passé par un autre camp. D'accord. Il y a sûrement, je pense, un travail de remise en état au niveau de la neige à l'intérieur et tout, mais je pense que c'est réutilisable. Mhm. J'ai pas trouvé de point à ce sujet-là. Mais je sais qu'il est resté quand même assez longtemps. Je pense que ça pouvait se compter en mois, je pense, Est-ce qu'il avant y de a des, partir.
est-ce que ce système a inspiré des conceptions contemporaines? Je pense au niveau de la... On connaît l'hôtel de glace, je ne sais pas si tu vois, qui est en Oui, oui, oui. Suisse, tout au nord de Oui, la Suisse. oui. Oui. J'en ai entendu parler, oui, mais j'ai pas approfondi à ce sujet. Je me suis vraiment concentré sur Je l'igloo crois et j'aurais peut-être dû il est démoli et exporter reconstruit un peu. tous les ans, je crois. Mais ouais, c'est assez grand en plus. Là. Je crois qu'à l'intérieur, on peut Oui, tenir debout oui, contrairement oui. à l'igloo. Et ce serait intéressant de comparer cette conception avec les conceptions, tu l'as un petit peu fait, mais en pierre ou en terre, Oui, ou oui. également des constructions de blocs et qui ont abouti à l'origine des réalisations de dômes. Mhm. Je me souviens d'un cours qu'on avait eu il n'y a pas si longtemps que ça en structure et ambiance, je crois, où en effet c'était une architecture des pays plutôt chauds en dôme et Mm. entièrement en terre cuite. Et du coup, les matériaux comme ça montrent qu'on peut construire qu'en dôme. Ouais. Ou en terre crue. Si tu Oui, regardes oui, oui. l'architecte Hassan C'était en terre Fati, crue, oui. oui, Oui, Hassan Fati, qui est un architecte contemporain, hein, mais qui a totalement réinterprété l'architecture en terre crue. Il a construit beaucoup d'architecture avec couvert de dôme, justement par ce système de stéréotomie, en fait. Hein. Ouais. d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions?